Bienvenue à Deux pour une passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Aujourd'hui, on rencontre le chanteur Marco Cagliari qui roule sa bosse dans le milieu de la chanson depuis maintenant 25 ans. Il est très impliqué et généreux avec Mémo Québec. Voici donc l'histoire de Marco Cagliari. Marco Cagliari, bienvenue à Deux pour une passion. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Deux pour une passion, aujourd'hui, on est chanceux parce que tu es un passionné dans la vie, un passionné de la vie, un passionné de la musique, un passionné de tes origines et un passionné qui s'implique également. D'un petit côté donné au suivant. Aujourd'hui, on va parler de ta carrière, des événements marquants, mais on va aussi mettre de l'avant une belle cause pour laquelle tu es porte-parole pour Moi Lépinière et Motricité du Québec. Présentement, on est à la TOU, oui. Un bel endroit. C'est ça. Est-ce que tu viens souvent ici? C'est un endroit qui t'inspire? C'est comme dans ma cour ici, puisque c'est à Saint-Michel. Je suis né dans le quartier Saint-Michel. Mes parents y habitent encore et j'habite ici aussi. Donc, je suis à 2 pas d'ici et quand je peux venir faire mon tour, participer à des événements, voir des événements, puisqu'il y a des spectacles, des beaux spectacles, extraordinaires ici. C'est un lieu de création. Ai oi, tu fai male a mio cuore animale, l'immigrato interiore. Marco, ça fait 25 ans de carrière. Il y a encore des gens qui pensent que tu es un Italien, parce que tu es québécois. Je suis né en Italie? Oui. Parce que tu as des racines, oui, ton père, tes parents sont... Mais mes parents, les deux italiens. sont nés en Italie. Les deux sont arrivés en 61, mais les deux de chacun de leur bord. Ils se connaissaient pas. OK. Fait que deux histoires complètement différentes. Mais, bon, ça fait 54 ans que mon père est arrivé en navire à Halifax et il est embarqué dans un train avec ses parents. Ils sont venus jusqu'à Montréal et depuis, ils font leur vie ici. Et ma mère, elle, est arrivée en avion. Une autre histoire, la dernière de 9 enfants. Donc, la petite sœur qui trimballe d'un bord et l'autre, finalement. E se il vento alla mia porta per annunciarmi un nuovo dì. Venez-vous là pour dire, là, les prochains qui t'interviewent, t'es québécois. Je suis québécois. Parce qu'il y en a qui te parlent, puis des fois, ça va vite, t'y reprends pas. Exactement. Ça passe on les laisse aller, mais il y a un Wikipédia qui dit que je suis né en Italie. Ah, c'est peut-être de là que ça vient. Fait que là, c'est comme, on sait pas c'est qui Wikipédia. Okay. Tu peux pas vraiment l'appeler, en tout cas. Ouais. Bref. Fait que j'ai bien fait de me fier au deuxième qui disait que t'étais québécois. Au deuxième, t'as bien comme fait. ça, on est correct. On t'a connu avec le groupe Anonymous. Ouais. Quand même 15 ans, 5 albums, dont 2 en français. Oui. Heavy metal, mais avant ça, toi, la musique est entrée dans ta vie. Une pièce importante dans la maison, chez vous, c'était le sous-sol familial. Il y avait des réunions, les parties. Mais la musique qui jouait là, c'était de l'opéra. Tu as été initié à l'opéra très jeune, dont Pavarotti. Oui. D'ailleurs, on peut, sur les 5 albums d'Anonymous, très bien voir que Pavarotti t'a inspiré. C'est une inspiration. On l'entend très bien. Une inspiration première. Et t'adores l'opéra? Parce que souvent, on se dit, ah ouais, les gars de heavy metal, il y a quand même des préjugés qui viennent avec ça. Il y a des préjugés, mais t'as une grande ouverture sur la musique. Oui, bien, Anonymous, le groupe heavy metal, qui existe encore, qui a fêté 25 ans en 2014. Premièrement, il faut comprendre, on est 4 fils d'immigrants, 2 Espagnols, un Chilien, un Italien. Le Chilien est né au Chili et les 3 autres, on est nés au Québec. Et ensemble, en fait, la langue qui nous assimilait, pas assimilait, mais qui nous rejoignait et réunissait, c'était le français. Donc, nous, inévitablement, même si on a grandi à écouter du Pantera, du Metallica, du Iron Maiden, du Ozzy Osbourne, c'était en français qu'on voulait l'exprimer avant tout, sans avoir rien avec le nationalisme ou tout. Mais c'était important pour nous de faire une différence comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on était dans les premiers groupes heavy metal à faire des albums complets en français. C'est ça. Est-ce que c'était audacieux? Étiez-vous perçu un peu... C'était audacieux. C'était très audacieux, en fait, parce que
les métalleux, en fait, sont habituellement, en fait, puis je m'inclus là-dedans, on écoute beaucoup de trucs en anglais. On a trippé autant sur Duran Duran que Michael Jackson, que Wham, là. Je dis vraiment, là, on va dans plein de casiers différents. Mais toutes ces influences-là à un jeune âge, m'ont appris que la musique, c'était une langue. Puis de là, c'est une vibration, puis c'est une émotion. Fait que c'est le fun. Puis c'est pas palpable, en fait. C'est même pas... On peut même pas la décrire, on la vit, c'est tout. La musique, on la vit, puis on la partage, que ce soit à l'Otahu, que ce soit dans un café au Brésil, que ce soit... bref, dans n'importe quel contexte, la musique a sa place. Mais là, est-ce que tu t'ennuies de te brasser la tête, de crier, puis de faire 3-4 commotions cérébrales par semaine? Non, je ne fais pas de commotion. Mais dans mes spectacles, j'apporte une énergie que... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette énergie-là. Qui n'ont pas passé à travers... Oui, parce que ça prend de la drive, là. Ça prend de la drive. Moi, dans mes spectacles, ce que j'aime, c'est que depuis 10 ans, j'utilise des instruments organiques, la guitare classique, au tuba, à l'accordéon, à la trompette. Moi, j'aime ça détonner avec des instruments plus acoustiques, si je peux dire. Parce que si on est capable de détonner avec ça, ben wow, il n'y a rien de mieux. Parce que, bon, je serais pas capable de faire un show sur un tabouret, juste assis, puis zing-a-ling. Je serais pas capable. Faut que je bouge. Faut que j'amène quelque chose que le public verrait pas dans un autre show. Et moi, bon, c'est mon bagage que j'ai amené avec moi qui m'amène là. Fait que Anonymous, pour venir... Oui, non, vas-y. En fait, tu vois, je suis retourné 2 fois depuis mon départ. Okay. J'ai fait 17 ans avec eux. Et je suis retourné pour le 20e anniversaire et le 25e anniversaire. On a fait 2 tournées depuis. Puis à chaque fois, bon, 1 mois, 2 mois avant, je me remets les chansons dans le poignet, dans les doigts, dans la gorge, parce que je suis guitariste-chanteur. Puis c'est pas si pire que ça. C'est vraiment comme si je rentrais dans des vieilles pantoufles, parce que, wow, hey, on était bien là-dedans, tu sais, vraiment. Puis justement, tu sais, ça se fait tout seul. C'est ça qui est le fun. On l'a fait, tu sais, je l'ai fait longtemps, fait que il y a des habitudes que tu perds pas. Et ça fait du bien. J'avoue que l'été dernier, devant, mon ancien public, les gens étaient super contents. Puis moi, j'ai un gros sourire d'en face parce que je suis juste content. Puis je réalise que je suis ici. C'est comme juste une réalisation de « Wow, j'ai fait ça pendant 17 ans. Puis là, je suis ici, puis je m'amuse autant. Puis c'est juste le fun. » Savessi una Vespa mi cambierebbe la vita. Il naso all'aria aperta, sempre con te, bella mia. En 2003, tu décides d'y aller en solo. Oui. Tu as pris un autre virage. Oui. Très... mais encore là, dans Drive, très festif, très coloré. Oui, vas-y. En fait, je t'avoue que je savais pas dans quoi je me lançais, mais je faisais pas comme un... C'était pas un all-in, si je peux dire, utiliser ce terme-là, que je joue tellement pas au poker en plus, mais dans le sens que je misais pas tout. C'était comme un essai? Même pas, c'était une satisfaction personnelle. C'était un but que je m'étais donné où je voulais écrire un album en italien dans la langue, ma première langue, mais je voulais pas le faire corriger. Je voulais que ça reste dans mon dialecte italo-québécois. J'ai fait mon premier album, qui est La Vita, que j'ai sorti en 2004. J'ai ouvert ma maison de disques en pensant que j'allais en vendre peut-être une centaine, pas plus. Ouais. J'en ai vendu 20 000. Fait que ça a changé toute la perspective de tout. J'étais dans Anonymous en même temps. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Parce que ma nouvelle carrière, sans le vouloir, a commencé à prendre la place parce que j'ai été capable de troquer mes job-in, déménageur, travailler dans un dépanneur. Moi, j'ai enseigné longtemps aussi la guitare dans des écoles privées. J'avais plein de job-in pour faire du heavy metal les fins de semaine. C'était ça ma vie. Oui. Puis là, quand j'ai sorti cet album-là, ben là, j'ai commencé à faire des shows en duo, en trio, trompette, accordéon, contrebasse. Puis j'ai été capable de tout laisser mes jobs pour faire juste de la musique, tu sais. Fait que ça a vraiment changé, puis j'avais l'impression de voler, en fait. Vraiment, j'étais comme léger, je tripais, là. Est-ce que tu es quelqu'un qui a de la difficulté à déléguer? Parce que ta maison de disques, jusqu'à il y a 2 ans, tu n'avais pas de gérant.
J'ai vu, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tu montes des fois ce qu'on appelle des tables de merge. Je fais toujours ça. C'est mon dada. D'articles promotionnels. Promotionnel, c'est mon dada. Tu tripes là-dessus? Je tripe là-dessus parce que ça me ground. Un spectacle, c'est vivre une expérience. Ouais. Puis ça va là, de la toilette à la scène, là, dans le sens que tout, pour moi, c'est du détail. Tout est dans le détail. Je sais pas si c'est mon côté Kiss qui fait ça, mais les produits dérivés, Anonymous, les produits dérivés faisaient vivre le groupe. OK. C'est pas des subventions. On n'a jamais eu de subvention de notre vie là, pour faire avancer ce groupe-là. Et moi, en fait, j'ai gardé cette philosophie-là où quand les gens arrivent, moi, là, mettre un CD sur une table avec une boîte de carton à côté, je trouve que c'est pénible, c'est triste, en fait. Après ça, on se demande pourquoi les ventes de CD ont baissé de 60 %. L'artiste n'est même pas capable de mettre une valeur physique et visuelle à son objet. Oui, la pochette, une fois qu'elle est faite, pour eux, ils pensent que c'est fini, mais non. Étalez ça, donnez-y de l'amour, mettez-y de la... Le mettre en valeur, justement. Mettez-le en valeur, ça vaut quelque chose. Vous avez mis de l'amour dedans. Là, t'es-tu impliqué au point que tu couds tes chandails toi-même? Je couds pas, mais c'est moi qui... je fais affaire avec des artistes. T'as ton mot à dire sur ce Oui, j'ai mon mot à dire sur beaucoup de choses, parce que aussi... Tu sais, chanter en italien dans un pays où c'est pas la langue principale ni secondaire, je connais pas beaucoup de monde qui serait capable de promouvoir ça, tu sais. C'est sûr qu'il faut apprendre à déléguer dans la vie, puis je suis conscient de ça, mais il faut que ça parte de toi quand même. Tu sais, une tarte, si tu la coupes en 10, il reste pas grand-chose à la fin. Et surtout là, en culture, il y a déjà plus grand-chose. Fait qu'il faut vraiment apprendre à faire plein de choses par soi-même, que ce soit des demandes de subventions, que ce soit justement à s'occuper de produits dérivés, du visuel, de la création d'un album, de la réalisation. Je dis pas qu'on peut tout faire. Non, parce que même moi, mes subventions, je les fais pas. Ça, j'ai pas le talent parce que j'ai pas la patience pour ça. Et moi, pour ma carrière, ce qui est efficace, c'est d'être sur le terrain. Oui. D'être sur le terrain. Je pourrais pas rester chez moi puis espérer que mon attaché de presse a fait tout correctement. Elle fait tout correctement. Mais il faut que j'aille à la pêche puis il faut que j'y tende. Le poisson, je veux pas... C'est péjoratif, mais en même temps, c'est un travail d'équipe. C'est important que ce soit un travail d'équipe aussi. Fait que tu es capable de déléguer quand même un peu. Oui, je le fais. Là, Et là, justement, super impliqué, ton dernier album remonte à 2013. Album solo, Mi Ricordo, on n'a pas mélangé avec Mon Ricardo. Non, c'est pas un album de cuisine. Prononce-le comme il faut. Mi Ricordo. Et ça veut dire... Ricordo. Bravo. Ivano, bravo. Ça veut dire « je me souviens ». C'est tout simple que ça. Mi Ricordo, ça veut dire « je me souviens ». Et c'est un hommage à 11 auteurs québécois. Oui. Que j'ai repris en italien, mais c'est pas un album de karaoké. Mais c'est ça que je veux que tu nous l'expliques parce que, justement, et d'ailleurs, les critiques disaient que c'était un des meilleurs albums, ton meilleur album, parce que, justement, souvent on entend reprise, cover. Toi, cover, tu trouves ça un peu péjoratif? Moi, je trouve ça très péjoratif. J'ai quelque juste chose contre les albums de cover. Je peux pas nommer de nom, mais il y a des karaokés pour ça. C'est ça. Même moi, je vais m'amuser dans des bars de karaoké, mais je trouve ça... Parce que là, on parle de, justement, des chansons comme Aïe d'Offenbach, Julie Descolocs, Lindbergh de Robert Charlebois, mais en italien. En italien. Et revisité, là. Revisité. On est dans un autre monde. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? J'ai fait les premières esquisses de traduction pour que vraiment, je voulais assimiler la chanson, premièrement en français, bien sûr, et ensuite en italien, juste voir quels mots qui fit le mieux. Parce que, au côté des syllabes, c'est pas la même rythmique, c'est pas le même nombre de syllabes, des fois. Quand je suis pogné pour m'ennuyer. Le deuxième travail que j'ai fait, c'est avec mon ami Dario Brancato, qui est professeur d'italien à Guy Concordia, que lui, en fait, lui est sicilien, puis ça fait pas longtemps qu'il est ici. Donc, son italien est très à jour. Je voulais qu'il soit ferme et à jour, surtout. Fait qu'à deux, tu sais, des fois, on arrêtait sur une phrase ou un mot. J'étais là, t'es sûr que
qu'il n'y a pas un autre mot qu'on peut prendre parce que ça marche pas, là. Et là, ce spectacle-là, Mi Ricordo, Oui. je vais le dire. Tu l'as bien fait. Mi Ricordo. Mi ricordo. Mi Ricordo. Bravo. Ouais. T'es encore en tournée au moins jusqu'à la Encore. fin de l'année 2015? Jusqu'à la fin de l'année 2015. On a des shows un peu partout. J'ai des musiciennes exceptionnelles qui travaillent Oui, avec t'as une moi. belle équipe, là. T'écoutes Moi, ça, j'ai ouais. une Julie Hull au tuba qui est Ouais. hallucinante. Isabelle Verville à la trompette et Amélie Poirier au brie à l'accordéon. Un beau quartet, le fun. Puis une mise en scène de Michel Faubert, Oui. qui est un être exceptionnel que j'adore. Puis ça a été toute une expérience de travailler avec lui. Scusatela! Marco, on parle de passion. T'es un gars de Montréal. Oui. On va aller faire un petit questionnaire. Juste Parfait. savoir ce que tu sais, ce que tu penses de Parfait. Montréal. Eh boy, la définition du mot passion. Bon, mettre beaucoup d'amour dans plein de petits détails de tout le temps, finalement. Parc octogonal. Ah, c'est la première fois qu'on l'entend, ça. Parc octogonal. Qui est dans Saint-Michel, Qui est j'imagine? quartier Saint-Michel, qui est en fait, il est très complet. En fait, il y a l'école secondaire Joseph-François Perrault, OK. où j'ai grandi. Un programme de musique que j'étais pas dedans. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une patinoire hallucinante qui a été inaugurée par les Canadiens il y a quelques années Wow. de ça. C'est une patinoire officielle de hockey. Fait que, et l'été, ça devient un cours de basketball. Tout est là. Puis c'est le fun que ça soit octogonal, en fait. Il y a Ouais. quelque chose de le fun. Tout mène au parc octogonal. Monsieur Coderre. C'est quoi d'ailleurs? Ouais. On l'aime, On l'aime, moi je l'aime. J'ai voté Ouais. pour lui. Je trouve qu'il est vrai. Tu sais, what you see is what you get Ouais. avec M. Coderre. Puis c'est parfait de même. J'aime mieux quelqu'un qui est totalement plus transparent qu'un cachotier. Je dirais le quartier Saint-Michel. Oui, parce qu'il y a, pour sa multi-ethnicité, pour son quartier des cirques, tu as eu du soleil, pour vraiment sa couleur. Là. Il y a vraiment... Il y a industriel et il y a résidentiel. Ouais. Puis je trouve que ça fait la force. Quand un est trop industriel ou trop résidentiel, comme un peu plate. Comme... Fait que là, il y a au moins il y a de quoi qui se passe. Tu sais. Questionnaire Passion Montréal, ça a quand même bien été. Ben oui. Voilà. Simple. Et là, on va aller jaser un peu parce que c'est un gars super impliqué. Fait qu'on va aller en jaser. Parfait. Allons-y. Uno, due, tre, eppa! Oui, c'est bon, c'est bon. On lâche pas. Marco, on l'a dit en début d'émission, tu es très impliqué. Une des personnes qui te vendent bien et qui t'aime bien, qui dit que tu as le cœur gros comme l'univers, ta relationniste, Julie Lamoureux, Ouais. elle dit que tu es toujours volontaire, toujours là à te proposer. Ou si on te demande de l'aide, tu y vas. Tu donnes beaucoup de ton temps, concerts bénéfices, tu t'impliques. Il y a eu, entre autres, en 2015, tu as participé pour la NEB. On a d'ailleurs Oui. fait une émission sur eux Oui. pour les troubles alimentaires. En 2015 aussi, tu as participé pour Sauvons Radio-Canada. Oui. À chaque année, il y a la guignolée des médias, on peut Oui. te voir là. Mais on va parler de ton implication en tant que porte-parole pour, je vais le dire comme il faut, la moelle épinière et la motricité du Québec. Exactement. Comment tu t'es retrouvé à être porte-parole? Qu'est-ce qui t'a rejoint dans cette cause? Ben, comment avant? En fait, il y a 10 ans, ils ont décidé de faire un spectacle pour justement sensibiliser les gens, puis impliquer aussi les abonnés, si je peux dire, de la moelle épinière motricité Québec. Mais anciennement, c'était l'Association des paraplégiques du Québec, l'APQ. Puis c'était pour la Journée internationale des handicapés qui faisait un spectacle. Fait qu'ils ont commencé tout bonnement à faire un spectacle. C'était au Spectrum dans le temps. Et j'étais invité. Je venais de sortir mon premier album. Et depuis ce temps-là, je suis resté collé. À tous les années, j'étais de plus en plus impliqué. Puis à un moment donné,
Ils m'ont demandé de prendre la relève musicale, artistique de ce show-là. En fait, je suis leur parrain artistique, dans le fond. Je m'occupe à ce niveau-là parce que, bon, visiblement, j'ai pas de problème à la moelle épinière, à part que j'ai des mal de dos de temps en temps, mais c'est pas vraiment avoir des problèmes de moelle épinière. Fait que moi, comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, je suis très chanceux, je suis gâté par la vie parce que j'ai tous mes membres, j'ai ma tête, j'ai ma parole, j'ai mes oreilles, j'ai mes yeux. Fait que moi, si je peux aider quelqu'un qui manque quelque chose, qui peut l'aider d'une façon ou d'une autre à avancer dans la vie, puis que ça soit juste plus facile pour lui, moi, ça me fait plaisir. J'ai pas de cause. Il y en a qui choisissent, c'est correct pour eux. Moi, je choisis pas. C'est toutes des bonnes causes. Aussitôt que tu as besoin d'aide, c'est une cause qu'il faut que j'aide. Fait que moi, l'épinière, je me suis retrouvé là, en fait, parce que je me suis lié d'amitié aussi avec ces gens-là. Et ça me énergise à chaque année de les aider puis de monter quelque chose de le fun avec eux. Et ces spectacles-là m'ont fait pleurer, ils m'ont fait rire, ils me font conscientiser à chaque fois que je suis vraiment chanceux, puis mon entourage est chanceux aussi. Puis j'ai un petit lien en quelque part avec ça. J'ai un cousin qui, à l'âge de 18 ans, il a eu un gros accident de moto. Puis il était dans le coma pendant des mois et des mois et des mois. Et il en est ressorti vivant. Il est devenu champion paralympique avec l'équipe canadienne pendant 12 ans. Et ce qui est formidable, en fait, c'est qu'il a été capable, après un accident de moto, de remonter sur un 2 roues, un vélo, et devenir champion du monde paralympique. Fait que pour moi, ça m'a toujours inspiré énormément, ce cousin-là. Donc, c'est mon lien, en quelque sorte, mais ça va même plus que ça, parce que j'ai une espèce de sensibilité pour des gens qui ont juste qui ont besoin d'un peu plus d'aide, c'est tout. Marco Cagliari, vous connaissez bien? Justement, oui, on le connaît très bien. C'est votre porte-parole? Oui, tout à fait, Marco Cagliari, parrain de l'organisme. On a fait pendant de nombreuses années notre spectacle bénéfice à tous les automnes. Alors, on a eu l'occasion de le croiser là pour l'organisation de ce spectacle-là. Et puis, évidemment, lors du spectacle. Et puis, il était vraiment très, très généreux. Quelqu'un qui s'adonne complètement. C'est quelqu'un qui est très proche des gens. Et aussi quelqu'un qui va beaucoup aimer aider les autres. Nous, on pense qu'on réinvente l'autonomie dans la mesure où on accompagne des personnes qui sont, suite à un accident, deviennent paraplégiques ou tétraplégiques et doivent apprendre à fonctionner dans la vie autrement. Et on les accompagne dans ces longs processus de réintégration à la société et, dans plusieurs cas, la réintégration au marché du travail également. On est un complément à ce que les équipes peuvent apporter en centre de réadaptation parce que les conseillers en intégration parlent de leur expérience et ils savent par quoi les gens passent. Ils le savent vraiment. On va aussi les accompagner quand ils sont pris avec des problèmes et des difficultés, que ce soit avec les agents payeurs, avec des problèmes face à des établissements, par exemple, accès à des soins de santé. Et en fait aussi les aider à se refaire un projet de vie. Ce qui est important de saisir, c'est que ce sont des personnes qui font preuve de courage. Quand il n'y a pas de rampe d'accès, on peut s'imaginer comment c'est encore difficile pour les personnes de ne pas avoir des toilettes qui sont accessibles. Par exemple, des endroits où, des fois, juste de penser à aller simplement pour nous autres dire « je vais aller au restaurant ce soir », ça devient si facile et on ne se pose pas la question, alors que pour une personne, on doit planifier cela. Moi, j'ai des collègues en fauteuil roulant et puis tous les jours, on a l'occasion de se rendre compte, surtout l'hiver, comment ça peut être difficile pour des personnes à mobilité réduite, vraiment. Et puis, nous, on veut vraiment sensibiliser, que ce soit les commerces, les petits commerces de proximité, les cliniques médicales, dentistes, tous les services auxquels les personnes doivent avoir accès, de rendre leur lieu accessible parce que ces gens-là ont autant besoin que le reste de la population de les fréquenter. Oui, tout à fait, oui.
Il y a beaucoup de préjugés encore. Je pense qu'on a avancé beaucoup. Les gens sont plus sensibles, mais il persiste des préjugés, malheureusement. Des choses très simples. La personne se trouve en fauteuil, ils vont aller à la banque. Tout à coup, finalement, la personne qui travaille, il ne va pas s'adresser à la personne. Il va regarder la personne à côté, celle qui n'est pas handicapée, pour finalement parler à la place, s'adresser pour cela. Derrière chaque personne, il y a une histoire. Et puis quand on comprend, quand on connaît, souvent, les préjugés tombent. Heureusement, on avance, on progresse. Je pense que de plus en plus, les gens sont sensibles. Et puis, on espère aussi qu'avec l'échange qu'on a aujourd'hui, ça va aussi sensibiliser d'autres personnes. Exactement. Il y a beaucoup à faire encore. Et malheureusement, le gouvernement, je vais les traiter de lâches, excusez-moi, est trop lâche pour mettre de l'emphase sur des vrais problèmes. Ça, c'est des vrais problèmes. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent à 100% avec leur tête, mais physiquement, ils ont besoin d'un peu d'aide. Fait que même au Québec, sont là pour aider, à les encadrer, que ce soit trouver un travail, que ce soit trouver de l'argent pour aider, adapter leurs appartements, maisons, exactement. Ouais. Ça, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mécènes qui prennent en charge quelques personnes, mais c'est quelques personnes. Et même là, je vais vous donner un exemple. En fait, le spectacle de Même au Québec, le Spectrum a fermé, le Medley a fermé. Il reste l'Olympia, la TAU. Mais c'est des salles qu'il faut payer 10, 12, 13 000 $ pour faire des shows de bénéfices. Mais à la fin, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent à rentrer dans les coffres. Donc, ça aussi, si j'avais un appel à faire à M. Coderre, c'est faites-nous une salle où on peut aider les gens. Oui, une salle à vocation. Une salle à vocation. Qui pourrait accueillir. Exactement. Et qu'on serait sûr qu'il resterait de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de salles qui peuvent rentrer quelques chaises roulantes, mais rentrer une centaine de chaises roulantes, il n'y en a pas. Et qu'il n'y ait pas de trafic, là, je peux dire, il n'y en a pas. Fait qu'on cherche, mais surtout de l'aide. La TAU en serait une bonne, mais parce qu'elle est au rez-de-chaussée, sauf que ça coûte trop cher. Fait que je fais un appel à tous, en fait. Le gouvernement ne leur donne pas d'argent, donc il faut trouver de l'argent, que ce soit le Téléthon de la ressource à Rimouski, le Téléthon de la ressource à Rouyn-Noranda, ou même au Québec ici, à Montréal, et pour le Québec. Pour faire des levées de fonds, il faut minimiser les coûts de production, si je peux dire. Fait qu'il y a quelqu'un en haut qu'il faut qu'il aide, parce que sinon... on peut rien faire de plus. On n'y arrivera pas et ça avancera pas. Marco, tu as un site Internet. Oui. On peut te suivre pour la date des tournées. Tout. Si on veut acheter tes albums, il y en a, sont également disponibles sur iTunes. Exactement. Ta page Facebook, on peut te suivre là-dessus. Oui. Jusqu'à la fin de l'année 2015, il y a la tournée. Il y a tournée. Mi Ricordo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Bonne continuité. Merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup à vous autres. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées, les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Mesdames et messieurs, pensez donc à tous ceux qui n'ont pas la chance de taper dans les mains comme nous. Alors tapez plus fort!